Ok, Donc, je vais bah, te mettre à merci partager. déjà de votre présence à tous, hein. Alors, c'est une première, hein, pour ces webinaires. Euh, on, on organisera d'autres temps et on vous fera passer les thèmes futurs là, qu'on est en train de préparer. Ces webinaires s'inscrivent dans le centre ressources santé, donc suite à l'action qu'a voulu mettre en place le département du Var pour notamment les référents de parcours. Donc, dans ce centre ressources, vous savez qu'il y avait une partie d'intervention auprès des publics, directement auprès des publics, mais on a aussi un- une, une action pour euh, mener des informations, hein, on ne va pas appeler ça de la formation parce que c'est un peu ambitieux, mais des informations sur des thématiques en lien avec tout le secteur de la santé, plus particulièrement la santé mentale. Voilà, donc on a choisi ce format webinaire pour vous permettre d'avoir facilement les replays, de pouvoir réutiliser ou de partager aux équipes cette, ces enregistrements. Donc voilà, c'est pour ça que c'est enregistré. Je redis pour ceux qui viennent d'arriver que ceux qui ne souhaitent pas apparaître, il suffit de fermer votre caméra. Voilà, mais en tout cas, le webinaire est enregistré. Voilà, on arrive à partager, Stéphanie, le support? Alors, je t'entends pas. J'essaye tout de suite de partager le support. Allez, super. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des soucis de connexion Ça y est. ou autres, eh bien, de nous le faire savoir déjà, hein, dans le chat. En général, vous avez possibilité de vous déconnecter, reconnecter si vraiment il y a des soucis de son ou d'image. Vous avez possibilité donc de nous poser ou d'intervenir via deux moyens, le chat et lever la main pour des réactions ou des questions en cours de présentation. Sachant qu'on dédiera un temps peut-être aussi à la fin pour poser plus largement les questions. Et puis, j'essaierai de reprendre vos questions dans le chat au fur et à mesure pour qu'on puisse y répondre. Voilà, on va passer au Oui, diapo comme ça. suivante. Oui. Donc, Alors, juste, bon, on refait une petite présentation d'Ariane, hein, mais voilà, je pense que j'ai plus accès. vous connaissez un petit peu. Donc, voilà, on est une plateforme d'insertion. On fait de l'insertion, de l'inclusion et de la formation. C'est nos trois pôles d'activité sur lesquels on intervient avec justement un axe santé assez fort, à la fois sur le pôle inclusion et le pôle insertion, puisque jusqu'à maintenant, on fait de l'accompagnement global aussi sur ce pôle. Et sur le pôle inclusion, on s'occupe de personnes en situation de handicap rencontrant des problématiques de santé. Alors, ça peut être des demandeurs d'emploi ou des salariés sur lesquels on va intervenir pour euh, de la réorientation professionnelle ou du maintien dans le poste. Voilà. Sur le pôle formation, on est organisme de formation, donc on fait de la formation professionnelle. On fait notamment toutes les formations référent handicap pour la région sud, pour le CARIFOREF, pour tous les organismes de formation et les CFA. Et on fait de la formation pour les travailleurs en ESAT, voilà, sur leur métier ou sur leurs habiletés sociales. Voilà, alors Ariane fait partie d'un groupe hein, qui s'appelle le groupe Human, anciennement ADAPI, mais qui s'appelle Human. Donc, on fait partie de ce collectif d'engagés. On est en groupement d'intérêt avec Human. Et du coup, voilà, on mène des projets en commun et on s'appuie aussi sur les ressources, les fonctions support d'Human dans le cadre de ce GIE. Voilà brièvement présenté Ariane. Maintenant, je vais laisser la parole à nos intervenantes hein, qui vont se présenter.
et à qui je vais laisser, la main sur la présentation. Donc, je suis Stéphanie Cabot, je suis, psychologue chez Ariane Méditerranée et la personne qui va me seconder aujourd'hui sur le webinaire, c'est Laureline Pochard, qui est à côté de moi et qui est psychologue également, chez Ariane Méditerranée. Donc, si vous interagissez, ça nous sera utile, de pouvoir, peut-être vous identifier, d'avoir, peut-être votre prénom, votre fonction, la structure. Si vous êtes inscrit dans le chat, ça pourra aussi, être, plus facile pour nous. Donc, nous allons commencer ce webinaire. L'objectif, c'est de voir, en quoi le modèle de la relation d'aide peut être pertinent, lorsqu'on est, référent de parcours et qu'on accompagne des personnes bénéficiaires du RSA, dans le parcours DIR. Donc, c'est un webinaire qui a été, adapté à cette fonction. Donc, dans ce webinaire, nous allons d'abord commencer, par explorer, juste les termes relation d'aide en eux-mêmes. Et puis, nous allons suivre un peu la feuille de route, du référent de parcours et comment, à ces différentes étapes, la relation d'aide peut se construire et autant au travers de la posture professionnelle et puis, comment les 3 principes essentiels de la relation d'aide peuvent soutenir une relation de qualité et pour créer une relation de confiance avec la personne. Et bien sûr, après, d'un point de vue assez, concret, on passera par, un exposé rapide sur l'écoute active et comment l'outil de reformulation est vraiment, l'outil central, de la relation d'aide, dans l'accompagnement. Et il y aura forcément ensuite le temps de la conclusion et des questions-réponses. Vous pourrez nous interpeller à ce moment-là, sur ce que vous avez pu, avoir comme interrogation, au cours de ce webinaire. Donc, nous allons commencer. Pourquoi, parle-t-on de relation d'aide et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça recouvre? Donc, tout simplement, le terme de relation implique qu'il y a 2 personnes qui sont en lien et c'est pas n'importe quel lien, se rencontrent et nous communiquons ensemble et nous échangeons et dans un cadre très particulier qui est qu'il y en a une des 2 personnes qui va essayer d'aider l'autre. Donc effectivement, comme l'indique un peu l'image qui a été choisie, on peut s'imaginer que la relation d'aide, ça peut être ça, quelqu'un au-dessus qui a des compétences et des connaissances et qui va, tirer un petit peu la personne vers le haut et donc c'est dans ça qu'on dit que c'est une relation asymétrique, un aidant qui est supposé, avoir le pouvoir dans la relation et puis l'aider qui va être, tiré vers le haut par la personne. Alors pourquoi on va parler, de relation d'aide, aussi, dans ce cadre-là? Eh bien, je vous ai choisi une citation de Carl Rogers qui lui a développé et théorisé la relation d'aide centrée, sur la personne au milieu des années, au milieu du dernier siècle, du XXe siècle et donc cette citation indique qu'au moins un des acteurs cherche à favoriser chez l'autre la croissance, le développement, la maturité, un meilleur fonctionnement et une plus grande capacité à affronter la vie. Et c'est en particulier cette dernière partie, de cette situation, qui me semble le plus pertinente dans l'accompagnement qu'on peut proposer, où nous proposons aux gens finalement, de s'adapter et d'affronter ce qu'est le monde du travail actuellement avec ses difficultés et ses défis. Alors, comme on l'a vu, quand on imagine la relation d'aide au départ, on se dit: «Bon, voilà, il y en a un qui aide, qui a le pouvoir dans la relation et puis l'autre, qui est un petit peu démuni dans l'histoire» et donc voilà, et on sait bien quand on accompagne des personnes, parfois le sentiment qu'on a d'être, un peu fatigué, de tirer les personnes vers le haut et de les porter, de supporter ce poids-là de la relation. Et donc on sent bien qu'il y a nécessité d'équilibrer un peu cette relation. Heu et alors bien sûr, ce n'est pas une relation thérapeutique, mais aussi on peut se dire: «Finalement, est-ce que vraiment la personne qu'on aide, elle est vraiment aussi démunie que ça?» Alors du coup, faisons le point sur, à la fois le côté référent et le côté, bénéficiaire de l'aide. Bien sûr, donc il y a du pouvoir du côté de l'aidant, hein. Vous avez été diplômé, sûrement, vous avez une expertise dans le domaine de l'insertion professionnelle. Vous êtes là, pour,
pour faire bénéficier de cette expertise à l'autre personne. Mais de l'autre côté, la personne, elle aussi, a une expertise. Elle a une expertise sur son vécu, qu'est-ce que c'est d'être, aujourd'hui dans sa situation à elle, d'être bénéficiaire d'un minima social. Qu'est-ce que c'est que de rencontrer des freins, les freins qu'elle rencontre? Qu'est-ce que c'est que d'essayer des stratégies et de voir celles qui fonctionnent moins? Qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place et qu'est-ce qu'elle est capable de faire pour améliorer sa situation? Donc là, on voit mieux que, au lieu de tirer la personne comme ça vers le haut et de trop s'épuiser, on peut aussi compter sur la personne, dans l'idéal, pour participer à cet effort et concourir ensemble à une insertion réussie. Donc moi, je vous propose la métaphore de l'escalade un petit peu pour, modéliser, en quelque sorte, donner une image de la relation d'aide, dans ce contexte-là, c'est-à-dire que, vous, vous êtes l'expert de l'escalade, vous connaissez, comment on fait cette action-là, heu et puis vous allez être, vous, à distance, c'est-à-dire légèrement en retrait et c'est ce retrait qui vous permet de guider la personne. De dire: «Ah bah, telle voie sera peut-être plus simple par rapport à tes capacités, à tes compétences actuelles». À doser l'effort aussi, à voir et à échanger avec la personne. Bah, où est-ce qu'elle en est de son effort? Comment on peut, la motiver encore? Et puis d'être là pour assurer qu'en cas d'échec, tous les progrès, tous les efforts, n'ont pas été vains et que la personne peut repartir dans de meilleures conditions, dans une ascension nouvelle. Donc voilà un petit peu comment on peut imaginer que là, nous ne sommes plus à l'initiative de tous les efforts fournis, et on encourage la personne, on est plus dans une position un peu en retrait, qui permet à l'autre de prendre sa place aussi, si elle, si elle le souhaite. Pardonne-moi, Oui? Stéphanie, on a quelques personnes dans la salle d'attente. Ah, je regarde vite C'est fait. des retardataires, D'accord. excuse-moi. Mmh. Alors, Ah, comme j'ai pas la main, je peux pas t'aider. je vais voir ça. Je vais faire un Sur les petit participants, tu vas oui, participants, ça y est, ouais. je l'ai trouvé. Et il y en a d'autres qui vont se connecter, je pense, parce Non, qu'ils viennent de c'est me pas là. Affiché. Ah oui, c'est bon. Admettre tout le monde. ouais, OK, Voilà, super, c'est en merci. cours. Désolée. De rien. Non, vous avez bien fait. Hop. Donc je vais reprendre à la Donc je vais reprendre à travers, finalement, quelle est la feuille de route, d'un conseiller en insertion, d'un conseiller, pardon, référent de parcours. Il y a plusieurs étapes, qui sont nécessaires. D'abord, bah, c'est la première accueil de la personne. On va devoir décrire, bah, c'est quoi le rôle du référent de parcours. C'est quoi le cadre d'intervention, les missions et les limites de ces missions. Puis il faudra obtenir des informations nécessaires pour pouvoir établir le diagnostic. Mais ce diagnostic, on ne le garde pas pour soi, hein, il va falloir le communiquer aussi à la personne parce que c'est l'occasion de la faire participer et qu'elle puisse concourir à la construction du plan d'action qui sera contractualisé ensuite. Et enfin, bah, ce sont toutes les actions qui vont être menées pour suivre la réalisation de l'action, hein, qui a été proposée et voir un petit peu, est-ce qu'il y a nécessité de soutenir la motivation? Est-ce qu'il y a nécessité, de lever de nouveaux freins ou au contraire de valoriser la levée de certains, et continuer. Donc on va voir que finalement, à chaque étape, de cette feuille de route, réussir à établir une relation de confiance et une relation équilibrée avec la personne, c'est très important et nécessaire. Alors comment nous pouvons construire une relation d'aide? Alors, ben, construire une relation d'aide, c'est même avant la rencontre avec une première personne, c'est déjà apprendre à se connaître et connaître un petit peu, mais pourquoi on est là tout simplement. Apprendre à se connaître en tant que personne et dire: «Bah, voilà, je ne suis pas neutre». Nous ne sommes jamais neutres face à quelqu'un, nous sommes là dans la rencontre et donc ben, nous sommes là avec notre personnalité, avec nos valeurs, avec ce que nous imaginons, nos représentations de ce métier, nos représentations de ce qu'est un bon bénéficiaire du RSA qui va coopérer ou pas, avec, les limites aussi de ce qu'on peut accepter en termes d'interaction avec les personnes que nous recevons. Heu, il y a plein de choses qui vont entrer en compte et c'est important de se poser un petit peu les questions avant, parce qu'à tout moment dans une relation, à la rencontre avec l'autre,
ça peut être remis en question. Il faut bien sûr connaître son cadre d'intervention. Aujourd'hui, ben, nous sommes dans un cadre nouveau, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'au sens de, une nouvelle loi qui s'applique, la rénovation de la loi France Travail depuis 2025, le cadre du DIR dans le département du Var, avec, toutes les différents outils qui sont proposés aussi par le département pour valoriser tel ou tel parcours et pour lever des freins. Donc ça, c'est connaître son cadre d'intervention au sens, général et presque légal. Et puis, il y a bien sûr connaître sa feuille de route, les objectifs professionnels. Bah, voilà, quels sont, les buts que mon poste me donne. Donc ça, dès en amont, en fait, ce sont des conditions qui vont faciliter, la relation et la rencontre avec l'autre. Je sais pourquoi je suis ici, avant de savoir, de découvrir pourquoi l'autre est là. Et donc là, on passe maintenant aux 3 grands principes de la relation d'aide. Donc ce sont des grands principes qui sont issus, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, surtout de l'approche centrée sur la personne qui avait été développée par Carl Rogers. Il y a 3 grands principes de la relation d'aide. Et pour introduire ces grands principes, je vais vous proposer des très courts extraits, vidéo et que je vais à chaque fois commenter. Et donc le premier extrait, c'est un extrait d'un film d'animation, qui s'appelle Monstres et compagnie. Et donc où nous voyons la première rencontre entre Boo, la fillette, et le monstre qui s'appelle Sully dans le film. Donc je vous lis la vidéo. Il y a quelqu'un, hey, psst, elle de tes roues dehors alors. Il n'y a personne. Non. Donc, pourquoi j'ai choisi cet extrait-là? Parce qu'on voit que ce qui est intéressant dans la réaction de la fillette, c'est que bah, d'abord, c'est un renversement des rôles qui est assez drôle, dans le sens où la fillette n'a pas peur, mais c'est le monstre qui a peur, alors que ça devrait être l'inverse. Et pourquoi la fillette n'a pas peur dans cet extrait-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on perçoit? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que la fillette, elle va être un petit peu, elle va suspendre son jugement sur l'autre. C'est-à-dire, elle va pas dire, oula, c'est grand, c'est bleu, c'est bizarre, il y a des cornes, il y a une grande bouche, etc. Et elle va interagir avec cet autre d'une manière assez naïve, en disant, bah, tiens, comment ça réagit quand je fais ci, quand je fais ça? Elle fait des expériences et en gardant un esprit très neutre. Alors, dans la rencontre avec un bénéficiaire du RSA, bien entendu, on n'est pas naïf, on n'est pas dans, la découverte, on est dans la découverte, mais on n'est pas non plus seulement dans la suspension de notre jugement envers l'autre, mais on va un pas un peu plus loin quand on est, dans la relation d'aide avec le principe que j'essaie de vous expliquer là, que j'introduis, qui est le principe du regard positif inconditionnel sur l'autre. Donc, au-delà de suspendre mon jugement sur l'autre quand je le reçois, je vais un pas un peu plus loin, c'est-à-dire que je considère que l'autre a de la valeur et une valeur que je ne peux pas lui enlever, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, parce que ça tient à sa qualité d'être humain. Avant de nous rencontrer, la personne, elle a eu un parcours de vie. Elle s'est débrouillée jusqu'à présent, jusque dans ce parcours-là, avec ses forces, ses faiblesses, avec ses valeurs, avec ses stratégies et elle continuera à vivre bien après notre notre accompagnement et c'est de valoriser ça. Quand on porte un regard très bienveillant sur l'autre en considérant sa valeur en tant qu'être humain, c'est l'autoriser elle aussi à s'octroyer cette même valeur. C'est très important que dans les 2 sens ça fonctionne ça. Si je donne de la valeur à l'autre, il faudra bien qu'il accepte qu'il a de la valeur. Et puis, pourquoi inconditionnel? Inconditionnel dans le sens où, eh bien, je n'ai rien à faire pour obtenir l'aide de l'autre. C'est-à-dire que, je ne dois pas changer qui je suis, je ne dois pas
me cacher, je ne suis pas obligée d'être différente de ce que je suis ou de mentir pour pouvoir obtenir les conseils de mon référent. Et ça, c'est les premiers jalons d'une relation de confiance. Si je peux faire confiance à l'autre parce que l'autre me considère comme quelqu'un de la valeur, qui est de la valeur, c'est déjà un premier pas important. Donc voilà pour le premier principe de la relation d'aide, c'est je pose un regard positif inconditionnel sur l'autre, qui n'est pas facile du tout. Donc maintenant, je vais vous proposer un autre principe et je vais vous montrer cet extrait aussi pour illustrer ce principe-là. Je rentre chez moi. Hier, je rentre chez moi. Ouais, hier soir, en rentrant, j'étais un petit peu crevé, hein. Non, j'étais bien. Pleine forme. Oh, je serais bien retourné travailler. Si j'avais du boulot. Tout va bien, tout va bien. Non, j'ai pas de boulot, ouais, génial. Alors, bon, c'est un sketch qui est un ancien sketch qui est en général très connu Je rentre chez moi. et donc qui nous montre comment on peut faire pour repérer. Souvent, on arrive très facilement à repérer quand les gens, en fait, ne sont pas en accord entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vont nous dire. Donc, ce principe-là, ça s'appelle la congruence, un mot un peu technique, on va dire, qui est souvent utilisé. Alors, on peut dire authenticité, on peut le dire aussi comme ça. Comment l'authenticité peut guider et essayer de guider nos interventions, nous, quand on est référent de parcours. Alors, euh, en fait, on va dire être authentique, ce n'est pas dire tout ce qui nous passe par la tête, tous les jugements qu'on peut avoir sur l'autre tout le temps. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est parce qu'on est conscient que nous sommes conscients que ce que nous pensons n'est pas la réalité, n'est pas la vérité. On pense plein de choses tout le temps, ça se modifie, etc. Et en étant conscient de ça, on ne va pas dire sans filtre tout ce qu'on pense. Ce n'est pas le but de l'authenticité. La sincérité, c'est pouvoir dire les choses en accord avec ce que nous ressentons. Et c'est par exemple, je trouve que l'exemple est le plus pertinent, c'est quand on doit dire nos limites à quelqu'un, en disant, eh bien, la façon dont vous me parlez là, moi, je préfère que vous me parliez de manière respectueuse parce que moi, je vous parle de manière respectueuse, donc j'aimerais que ça continue comme ça, et ce sera plus pertinent pour la suite de notre accompagnement. Là, on est complètement en accord. Je suis déstabilisée par l'autre parce qu'il me montre, parce qu'il met en place, par peut-être une tentative d'installer du conflit ou quoi. Je ne suis pas obligée d'entrer là-dedans. Et comme je ne l'accepte pas, je peux le dire clairement, respectueusement, mais le dire de manière sincère et directe. Et donc, c'est là que, bah, justement, ce que je ressens à l'intérieur, et parler simplement, correctement, mais est dit, et cette correspondance qui existe entre ce que je ressens et ce que je dis, qui est très importante, et qui incite aussi la personne en face à faire preuve de la même authenticité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on montre qu'on est capable d'assumer certaines choses désagréables, ou de dire ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ça va favoriser chez l'autre aussi, l'autorisation va autoriser l'autre aussi peut-être à dire ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas et à prendre de la place. Et donc pour le dernier principe, j'espère que je ne vais pas trop vite, pour le dernier principe, c'est l'empathie. Alors bon, bah, je ne vais pas passer trop de temps sur l'empathie, je vais en parler bien sûr, hein, parce que bon, voilà, c'est incontournable, mais ça c'est hyper connu et travaillé dans nos métiers de la relation à l'autre. Donc l'empathie, alors moi j'aime le décrire comme dans la vie, nous avons chacun notre manière de voir la vie, de voir la réalité. C'est comme si on portait tout le temps des lunettes déformantes. Ce sont nos lunettes à nous. Et pendant quelques instants, quand on choisit de faire preuve d'empathie, on va poser nos lunettes et on va essayer de chausser celles de l'autre. Donc on chausse des lunettes qui ne sont pas à nous, c'est-à-dire qu'on ne devient pas l'autre, juste on emprunte un instant ses lunettes et sa façon de voir le monde, de l'expérimenter, et peut-être un petit peu comprendre mieux comment il le vit, ce monde-là. Donc, ce n'est pas une fusion avec l'autre, c'est juste, tiens, je me décale, je laisse de côté ce que je sais et je vais à la rencontre de l'autre en chaussant ses lunettes. Et donc, il y a ce premier mouvement où je vais me rapprocher de l'autre, de sa façon de voir les choses, de les ressentir, de les vivre, même si je ne les vis pas moi-même. Mais il y a aussi un deuxième temps nécessaire de l'empathie, c'est le temps où je vais lui recommuniquer ce que j'ai compris. Et je vais vérifier, est-ce que j'ai bien compris ou pas compris?
Parce qu'on peut se tromper. Dans le langage non verbal, on perçoit des choses, peut-être qu'on a mal interprété. Dans la façon de parler aussi. Peut-être qu'on a cru comprendre quelque chose et puis on se trompe. Donc l'important, c'est dans ce mouvement-là, l'empathie, c'est un mouvement dans les deux sens, à la fois dans l'accueil et dans le retour à l'autre. Donc, pour vous montrer un petit peu, je vais illustrer ça avec un extrait d'un documentaire qui a été réalisé par France Télévisions sur le burn-out. C'est un documentaire qui s'appelle Dans les yeux d'Olivier. Donc Olivier Delacroix qui est l'animateur, c'est le grand brun avec des dreadlocks, qui discute avec un monsieur donc, qui à l'époque a été un employé de France Télécom, à l'époque où il y avait beaucoup de difficultés et de problèmes de management et de burn-out. Et donc on va voir dans cet extrait comment l'empathie s'exprime et comment ça se déroule concrètement. Donc on voit un petit peu comment, finalement, comment s'installe la relation empathique. C'est-à-dire que finalement, l'animateur, il dit très peu de choses là-dedans. Il laisse vraiment la place à l'autre. Et ce qui va être important, c'est comment il va regarder, comment il va encourager avec très peu de mots, juste avec des avec des d'accord, avec très peu de mots. Il encourage finalement l'autre à en dire un petit peu plus et à avancer là, dans ce passage-là. C'est comment, avec une reformulation, il arrive à relancer la personne et à ce que la personne avance un petit peu plus dans l'expression. Je suppose que vous l'avez vécu comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle une reformulation émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va faire une hypothèse, parce qu'on s'est mis un petit peu à sa place, on se dit, tiens, il doit y avoir ça derrière, peut-être cette émotion. On voit, on vérifie. Je suppose que c'est important dans la reformulation, toujours pareil, de ne pas se dire, mais oui, je sais ce que c'est finalement, j'ai compris. Non, on fait une supposition. Donc là, on voit que là aussi, comment s'exprime la relation empathique. C'est-à-dire que finalement, l'animateur est capable de finir la phrase de l'autre. Là, on voit que la connexion s'est faite et il est capable d'aller dans le même sens que lui, il suit le même fil de pensée et il est dans la même connexion, on va dire, si on peut dire comme ça. On est dans la... Donc, j'ai gardé ce passage, je trouve que c'est très intéressant parce que à force de répétition, à force de reformulation, à force de soutien, la personne en arrive à prendre conscience qu'il y a eu un moment particulièrement important dans sa plongée, un petit peu dans le mal-être, hein. C'est que ce moment-là a du sens pour lui. Il dit, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Et en fait, le fait qu'on lui ait laissé le temps d'expliquer, d'exprimer, quelque chose ressurgit de son passé, un moment qui a du sens et sur lequel on peut ensuite, entre guillemets, travailler, bon, quand on est peut-être dans une relation plus dans le soin, mais à partir de laquelle aussi on peut travailler pour dire, bon voilà, quelles sont les situations que je ne veux plus vivre, quelles sont les signaux d'alerte que je peux avoir quand je sais que ça ne va pas, parce que je suis comme ça, dans cet état-là, dans ce ressenti. Donc voilà un petit peu cette illustration. Et donc, à quoi ça sert d'utiliser tout le temps ces trois principes, ou le plus souvent possible, ces trois principes-là de regard positif inconditionnel, d'authenticité, de congruence et cette empathie? L'objectif, au final, c'est d'éviter des pièges qu'on peut rencontrer quand on communique banalement avec des gens sans trop réfléchir, sans trop être dans l'analyse. Et puis, quand on n'a pas trop non plus d'objectifs en général, on se laisse porter en fait par la communication naturellement. Et le risque, c'est ce qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, je pense qu'il y en a beaucoup sûrement qui connaissent. Ce triangle dramatique, c'est quand chacun des interlocuteurs va être dans un rôle. Alors souvent, pour l'expliquer plus facilement, on commence par le rôle de victime. On rencontre quelqu'un et elle est dans une position de victime. Rien ne va pour elle, etc., etc. Donc elle va se plaindre. Et en faisant cela, elle nous convoque. Elle nous convoque dans un rôle soit de sauveur, soit de bourreau. C'est-à-dire si on lui dit « mais non, reprends-toi, là, c'est pas si grave », donc là, on nie ce qu'elle ressent, donc on est un petit peu un persécuteur quand même, on dit non. Ou alors, on va dire, je vais t'aider, je vais trouver la solution. Attends, fais ci, fais ça, etc. Elle nous convoque. Donc, c'est un jeu, le triangle dramatique, qui se joue à deux, minimum.
et qui souvent est bien inconscient. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas: «Attends, je vais faire la victime pour qu'on me sauve». C'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser parce que c'est quelque chose c'est un versant naturel. Donc je vais vous montrer un petit peu, j'ai choisi des illustrations pour qu'on voit un petit peu dans le discours comment on peut le repérer ça dans le discours des personnes que nous recevons. Et je pense que déjà ça vous parle quand on vous parle de victime, de bourreau. Alors j'ai gardé bourreau, mais c'est plus persécuteur en l'occurrence souvent qui est choisi, bourreau ou sauveur. Donc la victime, c'est celle qui se plaint tout le temps. Mais la France, c'est comme ça, la société ne me convient pas, je ne suis pas fait pour cette société, les entreprises n'embauchent plus, ils ne veulent pas de moi, et cetera. Et donc, on est là dans une recherche un petit peu aller chercher le sauveur chez l'autre, ou alors un prétexte pour ne plus se mobiliser aussi. Une fuite de ces situations qui sont très difficiles à vivre pour éviter, c'est pas ma faute, c'est l'autre. C'est la société qui ne me veut pas, c'est le contexte. Il y a aussi le persécuteur, celui qui va vous dire: «Mais, vous, vous représentez cette société qui nous afflige, qui veut nous contrôler, qui veut, nous faire entrer dans des cases, si je n'étais pas là, vous ne seriez pas là non plus», et cetera, et cetera. Donc ce sont ces attaques qu'on peut subir aussi quand on reçoit des personnes et donc qui nous mettent dans cette place-là, parce qu'ils essaient de nous persécuter. Ils essaient de se défendre, de ça. Et là encore, une façon d'éviter de porter la responsabilité de ces échecs et de ces difficultés. Et enfin, il y a le sauveur. Alors le sauveur, souvent, on le voit plus qui s'occupe d'autres personnes. Donc il n'a pas le temps, lui, de se mobiliser, hein, pour son insertion professionnelle, personnelle. Il est trop occupé avec les enfants, les parents, ses difficultés de santé. Alors bien sûr, bon, il faut toujours, trouver les proportions, hein, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment de grandes difficultés de santé ou grandes difficultés familiales qui sont de vrais freins. Mais pour certaines personnes, quand ça peut être un peu poussé à l'extrême, alors qu'on ne perçoit pas de vraiment de légitimité à ce discours-là où j'ai besoin de sauver les autres et cetera. On peut voir effectivement une difficulté à sortir de ce rôle de sauveur pour s'occuper de soi, de lui-même. Donc à questionner à chaque fois, tout ça. Alors, donc là, je vous ai parlé, voilà, de l'écueil possible, dans la relation de communication et bah, quand on n'utilise pas forcément la relation d'aide. Alors bien sûr, la relation d'aide telle qu'elle a été, théorisée au départ, n'est pas celle que nous allons appliquer. Parce que, dans la relation, bien sûr, vous aurez des entretiens avec des objectifs. Ils seront des entretiens semi-directifs, on dit, c'est-à-dire que vous n'allez pas laisser toute la place à l'autre pour parler et pour, expliquer, ses difficultés. Et vous allez apporter des conseils concrets, directs, ça c'est une grande différence avec, les méthodes, de thérapie. Et puis bien sûr la demande d'aide, hein. C'est-à-dire que, bah, habituellement les gens qui vont voir un thérapeute, c'est eux qui demandent de l'aide. Alors que là, les bénéficiaires du RSA, souvent, ils se sentent contraints. Ils sont obligés, les droits et devoirs, ils perçoivent, mmh, heu, le RSA et en échange, ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour sortir de cette situation de bénéficiaire du RSA. Et donc, parfois dans un entretien, on sent bien que la demande, elle est presque du côté de celui qui est référent, heu, mais ça peut être intéressant de rappeler que peut-être le référent lui aussi est contraint par cette relation-là et que, ben oui, tous les 2, nous sommes dans une même situation par rapport à ces devoirs-là et peut-être que l'enjeu de cet accompagnement sera de faire émerger une demande du côté du bénéficiaire. Alors du coup, quand on applique, bah, le RPI, donc le regard positif, inconditionnel, la congruence, l'empathie, on peut espérer en échange pourquoi on fait ça? Beh, si on laisse l'autre libre d'exprimer, ce qu'il ressent, ses opinions, en lui laissant la responsabilité de ses opinions, hein, on peut ne pas être d'accord, mais accueillir, les opinions des autres. Eh bien, l'autre va moins se sentir rejeté. Il va se dire: «Ah ben, on m'accueille, on me comprend». Donc je vais moins avoir besoin de me défendre et de réagir par la violence, par l'agressivité à des situations difficiles où je me sens peut-être acculée, obligée, heu et donc ça assure aussi une certaine sécurité émotionnelle. Donc je sais que si j'en parle, l'autre ne va pas être détruit par ça, moi non plus. Je vais être compris, accueilli
Et du coup, on va pouvoir aussi être plus apaisé dans la relation. Et puis, ben, comme on lui laisse la responsabilité de ses choix à la personne, eh bien, elle est obligée d'assumer ses choix, justement. Et donc ça crée aussi un effet, on peut espérer, vertueux, où la personne se sent plus responsable aussi des choix qu'elle a fait par le passé et des choix qu'elle va avoir actuellement et dans le futur. Et parce qu'on a permis à la personne d'exprimer aussi, ben, là où elle se sentait moins à l'aise, là où elle avait des difficultés, ça va lui quand on le lui renvoie, elle va peut-être aussi accepter plus facilement, ben, l'avis de votre avis d'expert, vos conseils et comment faire pour se sortir de ces situations et vos orientations aussi, vos prescriptions. Et enfin, parce qu'on va donner cette valeur inconditionnelle à la personne, on lui rend un petit peu d'estime. C'est-à-dire qu'elle va s'autoriser aussi à se porter un petit peu plus d'estime et ça va renforcer sa motivation. On sait combien le besoin de reconnaissance est un besoin important chez tous les êtres humains. Et donc, quand je fais un effort, quand je fais une action, quand je fais une action, que je produis quelque chose et que j'ai cette reconnaissance, ça va m'aider à continuer à avoir cette action, ces actions, à faire ces efforts et à remplir mes objectifs. Donc voilà ce qu'on peut espérer d'une relation d'aide basée sur les principes, exposés plus haut. Alors maintenant, je vais passer à un autre chapitre qui est plus concret du coup, enfin j'espère, qui sont plus dans la relation. Comment je fais quand je suis avec l'autre? Donc là, c'est un outil qui s'appelle l'écoute active. Donc dans la relation d'aide, c'est vraiment, l'outil central de la relation d'aide et c'est comment j'écoute. Donc on comprend bien que l'écoute active, c'est pas juste je reprends, juste j'accueille à la fois le langage verbal et le langage non verbal, ça va au-delà de ça. On est actif parce que au delà d'avoir écouté, on va montrer que nous avons écouté, on va le démontrer, on va le prouver. Donc qu'est-ce que ça veut dire écouter le verbal et le non verbal dans un premier temps? Alors, bah, c'est se taire en fait. C'est se taire Mmh. parce que si on laisse la place à l'autre pour s'exprimer, on va pouvoir l'entendre et le voir agir. On va pouvoir voir le non-verbal et le verbal. On va pouvoir voir ses gestes, ses signes d'émotion, comment il a l'habitude de se présenter, quelles sont les choses qu'il veut faire passer comme message, de lui-même, comment il se présente. Et puis, c'est centrer son attention sur l'autre. C'est-à-dire, bien sûr, ben, on ne regarde pas, bien sûr, son téléphone en même temps, c'est sûr, hein. Et donc, on se montre disponible. Et c'est déjà lui donner de la valeur à l'autre. C'est déjà se montrer disponible, prendre le temps et, pendant un instant, mettre de temps en temps, hein, on l'a vu dans l'empathie, mettre de temps en temps nos jugements de côté pour lui permettre justement de prendre cette place et de prendre de l'espace dans la relation. Ne pas être tout le temps dans je mène, je guide l'entretien, je suis en responsabilité. Laissons un petit peu de ça se partager et l'autre participer. Et puis quand on se tait, du coup, on a le temps d'écouter et de mettre en ordre ce que les gens nous disent. Parce que les gens, souvent, ils se sentent un petit peu, peut-être en pression. Alors ils vont se présenter petit peu comme ça, peut-être d'une manière désordonnée, entre guillemets. Mais on va pouvoir, en tout cas, nous, donner un sens à ce qu'on entend. C'est-à-dire mémoriser ce qui est dit et pour pouvoir le reformuler ensuite d'une manière apaisante et apaisée à l'autre. Et comment nous montrons que nous avons écouté? Deuxième partie donc de l'écoute active. Alors ça, on peut le faire de manière totalement inconsciente, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte au bout d'un certain temps, quand on est vraiment, en synchronisation avec l'autre, en connexion avec l'autre, c'est-à-dire qu'on va se caler sur l'autre. C'est-à-dire on va prendre un petit peu le même ton de voix, on va utiliser le même, le même vocabulaire. Hem et puis quand l'autre va faire un geste, on va faire un petit peu le même. On va être vraiment en miroir, avec l'autre, tant au niveau du corps qu'au niveau verbal. Les respirations aussi se synchronisent. Ça peut être intéressant à remarquer et ça peut être intéressant aussi, parfois dans des situations d'émotion pour l'autre. Et donc, ben, voilà, montrer que nous avons écouté, c'est essentiellement reformuler, comme on l'a vu dans l'extrait, que j'avais fait dans le regard d'Olivier. Et donc, c'est,
arriver à reformuler. Donc, je vais vous montrer plusieurs reformulations, vous expliquer plusieurs reformulations. Ah, je vois que Laurence est de retour. Plusieurs Non, c'est juste pour te rappeler Ça va. le temps, parce que tu Le sais que moi, timing, je vais essayer voilà, il te reste d'avancer. 15 minutes, en fait. Ça marche, je vais essayer d'aller un petit peu. Et donc, voilà, je vais vous proposer de montrer quelques reformulations, quelques types de reformulations. Il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Le but n'est pas d'être exhaustive là. Mais je vais vous montrer quelques exemples de ces diverses reformulations qui peuvent être intéressantes dans un entretien. À chaque fois, je vais en citer qu'une. Là, je vais choisir j'ai postulé en ligne et vous qui pouvez dire vous avez postulé en ligne. Alors là, on reprend exactement les mots de l'autre. On appelle ça la reformulation écho. Donc ça permet d'acter quelque chose qui a été fait ou alors de demander des précisions quand c'est dit sur un ton légèrement interrogatif. Personne ne m'a jamais aidé pour trouver un emploi, je me débrouille tout seul, j'ai pas besoin de vous. Et le conseiller de répond, si je comprends bien, par le passé, vous avez trouvé un emploi par vos propres moyens. Donc là, c'est une reformulation un peu pas toujours évidente à faire. On se souvient que dans le triangle de Karpman, si on écoute à un niveau premier sans trop de réflexion, on peut être sollicité du point de vue de la défense. Hein, il m'attaque, je le défends, je n'ai pas besoin de vous, mais si vous avez besoin de moi, vous n'arrivez pas à trouver du travail. Là, on tombe dans le triangle, hein. Voilà, on est à fond. Allez hop, je réponds, je vais là où on me convoque. Eh bien, là, on ne va pas là où on me convoque. On souligne en fait quelque chose qui a été dit en creux, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans je me débrouille tout seul, il y a peut-être quelque chose qui se trame en fait, je suis capable. Et c'est ça qu'on va retenir. Donc, si je comprends bien, par le passé, vous avez trouvé un emploi par vos propres moyens. Et donc, ça s'appelle cette reformulation le renversement figure-fond. Ce qui est décrit en creux, je vais le souligner, je vais le mettre en lumière. Donc, j'ai déjà été serveur, plongeur, un peu aidé en cuisine, c'est des plats, des entrées, la restauration je connais. Et le conseiller, en somme, vous avez une expérience variée dans la restauration. Et là, le mot important, c'est le en somme. On voit bien qu'on va résumer. C'est pour aller plus vite sur peut-être un autre point dans l'entretien, mais tout en notant bien ce que la personne a dit. C'est la reformulation synthèse. Donc, quand j'ai eu cet accident du travail, je me suis sentie perdue, inutile, sans aucun but. Donc, si je vous entends bien, depuis votre accident de travail, vous avez du mal à trouver du sens à votre vie. Donc là, c'est une reformulation où on reprend exactement le sens qui a été dit juste avant, mais avec nos propres mots. C'est une reformulation qui est très importante parce que ça permet de voir si vraiment nous sommes en connexion. C'est la reformulation miroir. Si vraiment, avec mes lunettes à moi, je peux trouver un moment de connexion avec ces lunettes à lui, entre guillemets, si on prend l'exemple des lunettes que j'avais décrit tout à l'heure. C'est un moment donné où on se retrouve et où on se rencontre vraiment avec mon background et le sien. Toutes ces démarches et ces rendez-vous, je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. Pouvez-vous m'en dire plus? Donc là, ce qui est important, c'est le pouvez-vous m'en dire plus? Vous vous demandez si vous pouvez arriver à réaliser toutes ces démarches. Pouvez-vous m'en dire plus sur vos doutes? Donc là, on va demander à la personne d'aller dans le concret. Et ça, c'est très important à certains moments pour éviter tous ces entretiens qui restent dans le vague. On ne sait jamais de quoi ils ont besoin, on ne sait jamais ce qui leur manque, on ne sait jamais ce qui ne va pas. Et c'est d'aller clairement poser la question. Dites-moi plus. Pouvez-vous m'expliquer? Donc ça fait plusieurs années que je cherche du travail, j'ai suivi tous les ateliers qu'on m'a dit de faire, j'ai postulé à toutes les offres qui m'ont été proposées, je n'y crois plus. J'entends bien que vous vous sentez découragé. Et donc là, on va aller directement sur le registre de l'émotion. C'est-à-dire que là, visiblement, il y a un frein. Et le frein, ce n'est pas la mise à l'action. Le frein, il est ailleurs. Et donc, on va aller le chercher. Peut-être que c'est dans l'émotionnel. Et donc là, clairement, on entre dans un autre domaine. Et c'est peut-être la reformulation émotionnelle qui peut nous permettre d'accéder à un certain moment, quand on sent que la personne elle a une fragilité et qu'on devrait peut-être l'orienter vers un parcours de soins, un parcours psy, quelque chose, ben ça, c'est une porte d'entrée parmi d'autres, d'aller sur le volant de tiens, voilà, je perçois cette émotion chez vous, que vous pouvez m'en dire plus ou sans en dire plus, mais en tout cas, d'aller creuser de ce côté-là sans être trop intrusif non plus, parce que ça reste de la reformulation, c'est pas du questionnement.
Donc là, je vais faire un petit tour rapide, le plus rapide possible. Il existe des façons d'aider les gens et de faciliter la relation et des façons qui ne vont pas faciliter cette relation d'écoute. Et donc ça, c'est Elias Porter qui a travaillé là-dessus. C'était un collaborateur de Carl Rogers. Et donc, le jugement, juger quelqu'un un peu à l'emporte-pièce, bien entendu, ça va mettre l'autre en résistance. L'interpréter, j'ai tout compris, je sais ce que vous avez, faites ci, faites ça. Là aussi, ça met l'autre en résistance. La compassion, pleurer avec l'autre, et dire ah oui, non, mais je comprends. Ma pauvre dame. Donc là aussi, c'est quelque chose qui incite pas à sortir, qui incite pas à sortir de cette, comment dire, de cette difficulté. Le conseil non sollicité, parce que nous sommes dans le conseil, mais celui que la personne n'a pas vraiment demandé. Bah, il y a qu'à, allez-y, allez-y. Finalement, on n'écoute pas l'autre. Là, on lui dit la solution avant même d'avoir écouté le problème. Donc là, ça peut être aussi mettre l'autre dans une position de difficulté et de résistance. Accumuler des questions. On se sent comme un lapin dans les phares, là, on nous pose plein de questions, bombardé. Là aussi, il faut se donner du temps parfois pour arriver à établir une bonne relation. Et l'empathie demande du temps, vous l'avez vu dans l'exemple. On se tait, on laisse un peu de l'espace avant de reprendre la main, de recentrer, etc. Et ça, c'est l'attitude la plus favorable, même si les autres, bien sûr, on peut ponctuellement y avoir recours, mais en étant conscient que ça peut susciter des réactions de défense. Donc pour conclure, établir une relation d'aide, ça peut être pertinent pour essayer de trouver un bon équilibre, qu'on ne soit pas les seuls à tirer l'autre vers le haut, qu'il y ait de la participation. Et donc les trois points principaux, c'est d'abord le parti pris que la personne a des ressources, des capacités qu'il va falloir peut-être découvrir, mais c'est surtout valoriser et mettre en avant. Et puis le fait d'être présent, authentique, laisser de la place à l'autre pour éviter les pièges d'une relation de pouvoir ou le triangle de Cartman. Et puis l'empathie, à travers l'écoute active, c'est permettre à la personne de reprendre confiance en elle, de devenir une meilleure actrice, le meilleur acteur de son parcours, et puis d'apprendre à se connaître et de développer de nouvelles capacités, peut-être, de nouvelles compétences, mieux apprendre à travers cette expérience. Et voilà pour ce, pour ce premier webinaire. J'ai pris pas mal de temps, mais n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez maintenant les poser sur le chat et je vais m'efforcer d'y répondre oui, avec le temps qui me reste. Merci. Ouais, merci en tout cas, Stéphanie, pour cette intervention qui est brillante et intéressante. Je te remercie beaucoup. Tu as fait un travail de qualité. Alors, dans le chat, pas de questions. Si vous voulez prendre la parole, il suffit d'ouvrir vos micros et de poser en direct vos questions en levant la main ou pas, peu importe. On était pas très nombreux, on Beaucoup peut se d'infos. permettre. N'hésitez pas, souvent c'est la première qui est la plus compliquée, mais sinon après, en général, ça se passe Laurence, bien. c'est Sabine, mais j'arrive pas en fait à lever la main, je ne sais pas Ah ben pourquoi. vas-y, prends la parole direct. Ouais, voilà, je suis impolie, mais du coup, j'ai pas de questions, mais du coup, je voudrais vous remercier infiniment pour ce travail de qualité, pour cette approche. C'est très, très enrichissant. Je ne suis pas une accompagnatrice, je me mets mais bon, après, je suis en relation avec des humains, donc déjà, ça nous sert à tous. Donc merci infiniment pour ce travail. Et bah, du coup, déjà, premièrement ça, et deuxièmement, bah, j'espère que nos référents, pour qui cette action a été, en fait, ce volet d'action a été est destinataire, j'espère qu'ils pourront s'exprimer pour, ben, vraiment en tant que premiers concernés, savoir s'ils pensent que ça peut les aider à aider leur équipe. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai la caméra qui marche pas aussi, c'est pour ça que du coup, je n'apparais pas. Ça marche. Faut arrêter. Pas de souci. Merci. D'autres interventions, questions, compléments? Bon, on a été super clair. On a des remerciements dans le chat. Merci à vous. Cette question. Alors, on a fait le tour peut-être.
Pas de questions Merci pour beaucoup. l'instant. Merci beaucoup. On est trois là au CEDIS de Toulon. On a trouvé ça très, très intéressant, Merci. absolument adapté à notre public et à notre activité. C'est Super. vraiment On est lumineux. ravis. Merci beaucoup. Vraiment, Super. bravo. Merci. Ok. Génial. Bon, voilà, on va peut-être conclure, à moins que quelques questions. Non, on a plutôt des remerciements. C'était très clair. Merci. Bon. Ouais, parfait. Ah, alors, ne quittez pas, on va juste vous envoyer un petit sondage pour votre satisfaction. Euh, tu arrives à lancer le sondage, Stéphanie? Il suffit d'aller en bas ou alors il faut me redonner la main. Je vais peut-être Ah vous oui, prendre ah la bah, main. peut-être, mais parce que moi je le trouve pas, le sondage, je sais pas, c'est pas dans le chat. Voilà, attends. Euh, C'est en bas. Sinon, il faut que je mm, reprenne la main. allez, alors, par contre, je sais plus où c'est donc c'est marqué. Sondage. Je pense que c'est bon, je peux lancer Ouais, voilà. webinaire de Super. satisfaction, c'est bon? C'est bon. Donc, juste un petit sondage, Ok. voilà, de noter de 0 à 5 votre satisfaction. Ça nous permet d'avoir un retour. 0, c'est pas du tout. Et 5, c'est très satisfait. Voilà, on vous laisse. Tu peux faire soumettre à Stéphanie, s'il te plaît? Alors, oui, Et c'est bon? Ouais, ouais, non, ok, c'est bon. je l'ai Ça fait marche. normalement, c'est Ouais, bon? ouais, ça va. Ça va. Non, non, c'est parce que du coup, je suis invitée aussi. Donc, tu vois. Ah, Ok, ça marche. Bon, parfait. Vous avez Hum. enregistré votre intervention. Il sera accessible Voilà, sur. on a enregistré le webinaire. Donc, l'idée, c'est de l'envoyer. Il y avait certaines personnes qui s'étaient inscrites que pour le replay. Et puis, tous les participants vous envoient le support avec le replay voilà. Comme ça, vous pouvez partager aussi aux équipes qui n'ont pas pu être disponibles. Absolument, Euh, absolument. mm. Laurence, Oui, Laurence, c'est Sabine à nouveau. Tu l'as dit en commençant, c'est vrai qu'il faut qu'on pense tous ensemble à inscrire nos noms et nos structures, en fait. Et quand on le fait pas d'entrée, on peut rattraper. Parce que du coup, moi, j'avais oublié de préciser CD. Et j'ai pu le faire, en fait, parce que c'est important de savoir, effectivement, bah, qui intervient, qui pose la question. C'est enrichissant de savoir qui est là aussi. ouais, ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'on peut le faire. Après, on peut rattraper le coup avec, à côté Mm. de notre nom, il y a une possibilité de venir compléter et renommer. Voilà, Il faut qu'on pas se hésiter. Oui, Mm. merci Il y a- beaucoup. on avait 38 participants. Bon, on n'a pas on n'a pas les noms de tout le monde, mais on a quand même nous le, le back office. Dans le back office, Oui, on a quand même. Voilà. merci. On est bon pour le sondage, Stéphanie, parce que du coup, moi, j'ai plus la vision. Il faut faire, je pense, je sais plus comment ça s'appelle, mais pas éditer, mais bon. En tout cas, on va peut-être arrêter le partage d'écran. On va vous remercier d'avoir été présent, voilà, pour ce premier temps. Euh, on est très content d'avoir pu partager toutes ces informations avec vous. Moi, je remercie encore mes équipes qui ont fait un travail de qualité. Et puis, bah, n'hésitez pas, on est toujours disponible aussi, à la fois sur les appuis techniques, vous le savez, hein, c'est soit les permanences téléphoniques, mais c'est soit aussi si vous avez les portables de nos psychologues, de pouvoir interpeller nos psychologues pour avoir du soutien, un conseil ou juste échanger avec elles. Donc, il ne faut pas hésiter aussi, dans le cadre de cette action, à nous interpeller et à partager. Le prochain webinaire, on le fera, je pense, en septembre maintenant. Il est quasiment prêt, hein. C'est Audrey qui a finalisé. Il est plutôt sur les traumas, je crois, Stéphanie, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on vous enverra bien à l'avance parce que c'est ce que nous avait demandé quelques participants de donner la date bien à l'avance pour qu'on puisse organiser. Donc, vous aurez la date avant les vacances d'été. Comme ça vous permettra peut-être de mieux organiser les choses.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Stéphanie, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, merci à tous les participants et puis, oui, ben, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous appeler. Nous avons des temps de permanence les mardis matins nous sur, Ariane Méditerranée, vous pouvez faire appel à nous et pour avoir des appuis techniques ou, si vous voulez des éclaircissements, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous joindre. Voilà, on va respecter les horaires qu'on vous avait donnés. On sait que les agendas sont très chargés et très surbookés. Donc, on vous souhaite bon après-midi. On vous remercie et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Plus tard.